Je suis chargé de vous présenter en quelques minutes la matinée et par là, donc, d'ouvrir notre interrogation de cette journée à partir du thème choisi. Comme il vient d'être rappelé par Frédéric Louzeau, c'est notre troisième colloque autour des interrogations qui portent sur la région de la Méditerranée au sens large. Ce troisième colloque d'aujourd'hui est très lié à celui qui avait eu lieu il y a 2 ans. Un certain nombre d'entre vous étaient déjà présents il y a 2 ans. Je rappelle le thème du colloque de 2016, bâti avec Pierre-Jean Luizard et Elie Rémaux, de Jean-Paul Chagnolot, le monde arabe entre rupture et renaissance. C'était au moment où le choc de Daesh s'était imposé brutalement et tragiquement, après la prise de Mossoul et tous les événements qui s'en sont ensuivis dans la région, en Irak, puis en Syrie. Donc là, ce que certains avaient appelé la stupéfiante victoire de Daesh en 2014 semblait entraîner la faillite des États de la région, qui s'écroulaient comme un château de cartes les uns après les autres. Irak, Syrie, puis Yémen, et ce qui commençait à se passer en Libye. Aujourd'hui, 2018, printemps 2018, 2 ans après, où en est-on? Est-ce qu'une nouvelle séquence politique et géopolitique au Moyen-Orient s'ouvre après la défaite militaire, entre guillemets, de Daesh? Vous avez une pléthore d'analyses géopolitiques de cette région dans ces dernières semaines, ces derniers mois, liées aux ultimes combats contre Daesh en Syrie, à la reprise de Mossoul, à la pacification entreprise depuis lors. Et toutes ces analyses tournent autour des rapports d'influence entre les différents acteurs de la région, grands, moyens et petits acteurs. Les acteurs locaux, les gouvernements de Damas, de Bagdad, les acteurs régionaux, l'Iran, l'Arabie saoudite, la Turquie, d'Erdogan, et les acteurs internationaux, notamment la Russie, mais aussi les États-Unis. Ce n'est pas du tout de cette question que nous allons parler aujourd'hui. Nous n'allons pas faire de géopolitique, car il nous semble qu'il y a une autre analyse à faire, celle que nous partageons, Jean-Paul Chagnolot, Pierre-Jean Luizard et moi-même, pour éclairer la réalité profonde de cette région sur laquelle surfent aujourd'hui les États, puissances et autres. Le terreau profond de cette région, ce n'est pas la géopolitique. Le terreau profond de cette région, ce sont les peuples, ce sont les communautés, ce sont les minorités religieuses. C'est le terrain humain, social et culturel. Et donc nous allons aujourd'hui nous placer sous cet angle du terrain humain, social, culturel, religieux, et laisser de côté le comportement des puissances. De quoi est fait le tissu social, culturel, humain, religieux de cette région? Il y a des angles morts dans notre analyse. Pendant des années, l'un des angles morts était les minorités chrétiennes
On ne parlait plus des chrétiens. Et tout ce qui s'est passé depuis 2003-2004, notamment en Irak, a rappelé au monde qu'il y avait des communautés chrétiennes, lesquelles avaient eu un sort plus ou moins satisfaisant pendant les siècles de l'Empire ottoman, sous l'empire de la dimitude et dans le régime des Milettes, mais dont on ne parlait plus beaucoup. Et brusquement et tragiquement, les minorités chrétiennes sont revenues au premier plan de l'actualité. On va en reparler un petit peu aujourd'hui et ce matin avec Monseigneur Gollnisch, qui va nous rejoindre. Mais un autre angle mort était encore plus mort, c'est celui des minorités musulmanes, réprimées, bafouées, voire persécutées, et dont on a entendu parler tout récemment quand on a vu dans la presse apparaître le mot de yézidis. Qu'est-ce que c'est que ces yézidis qui étaient massacrés par Daesh? Voilà. Et par là, on a bien vu à quel point les lunettes qu'il fallait avoir pour comprendre et éclairer cette région étaient celles qui permettaient de voir la complexité de la cohabitation des communautés, des peuples, des minorités. Aujourd'hui, on nous parle du retour de l'État, de la victoire des États en place. Mossoul reconquis, l'Irak se reconstitue. En plus, l'Irak a pris sa revanche sur les Kurdes. En Syrie, le gouvernement de Damas est en train de retrouver sa souveraineté, sa puissance sur la Syrie utile. La Turquie fait valoir son identité, ses intérêts. Bref, c'est le retour des États. Vous le verrez, ce n'est pas tout à fait ce que nous pensons. Il me semble qu'il y a 3 erreurs d'analyse à ne pas commettre aujourd'hui. La première, il ne suffira pas de défaire militairement Daesh pour que tout se règle par miracle. La seconde erreur, il ne suffira pas de laisser agir les puissances impliquées dans la région pour que la région se stabilise. Et la troisième, c'est qu'il ne suffira pas de pérenniser les régimes actuels pour que tout aille mieux demain. La reconstruction de la région dépend essentiellement de la façon dont les États vont gérer leur société, dont ils vont pouvoir prendre en compte la pluralité religieuse et ethnique de leur société. Et donc, ce colloque est d'abord tourné vers ce que j'appellerais les acteurs inconnus de la région, les angles morts de la région, les Yézidis, les Alévis, les Alamites, les Druzes. Voilà, me semble-t-il, ce qui nous semble essentiel aujourd'hui, dans cette journée, et on verra à la fin de cette journée ce que l'on peut tirer comme conclusion après toute la réflexion qui aura été faite avec vous aujourd'hui. On va donc partir pour bien comprendre ce terrain, on va partir de l'histoire. Parce que cette complexité du rapport entre les États et leur société, elle vient de loin. Elle vient de l'Empire ottoman, des 13 siècles de l'Empire ottoman, qui a établi une certaine gestion de sa société, avec des strates. La strate supérieure sunnite, les vainqueurs, la strate intermédiaire des dhimmis, les gens du livre, chrétiens et juifs, et la strate inférieure des minorités musulmanes, les apostats, les réprouvés. Ces 3 strates, elles ont vécu 13 siècles, les unes à côté des autres.
Et il reste quelque chose de ces strates. Ensuite, il y a eu le temps du mandat, les 20 ans des mandats français et anglais, qui ont fabriqué les États, l'Irak, la Syrie, le Liban, la Transjordanie, mais qui ont reproduit dans ces États, à leur façon, le schéma communautaire. Nous n'avons pas fabriqué des nations dans nos territoires mandataires. Au contraire, nous avons joué des majorités et des minorités. Donc nous avons prolongé le système. Et puis ensuite, quand les États sont devenus indépendants, depuis 70 ans, les nationalistes arabes, à leur tour, n'ont pas créé de nation. Le nationalisme arabe n'a pas créé de nation. Il est venu jouer avec ses majorités et ses minorités. Enfin bref, c'est tout cela que nous allons remuer aujourd'hui par le passé et nous tourner cet après-midi vers le futur. Voilà comment l'on peut présenter notre journée. Faillite de l'État-nation, c'est un petit peu le point de départ de notre interrogation. Je répondrai presque, ce n'est pas une faillite, parce que ça n'a jamais existé, l'État-nation, dans la région. C'est l'éternelle non-construction d'État-nation, la pérennisation de la non-construction d'État-nation, de différentes façons. Voilà, alors, je vais laisser à Pierre-Jean Luizard, le soin et la responsabilité d'animer la matinée. Pierre-Jean, c'est à toi. Merci Jacques. Peut-être tu annonces pour le débat. Oui. Alors, compte tenu de la, je dirais, de l'intensité du programme, ce que nous vous proposons pour avoir un minimum d'échanges avec vous, nous allons vous distribuer il va y avoir des petits papiers qui vous permettent de poser des questions écrites. À la pause, vous pourrez prendre ces papiers, les remplir, les déposer ici ou les donner aux personnes qui sont là, et nous répondrons en fin de matinée et en fin d'après-midi, autant que possible, de la meilleure façon qui soit, à vos questions écrites. Merci beaucoup, Jacques. Voilà, donc j'ai la lourde responsabilité d'animer la session du matin. Comme vous l'avez compris, c'est une gageure en une journée d'engager d'une réflexion sur des problématiques aussi complexes. Tellement complexes que parfois il nous est difficile de qualifier tel groupe confessionnel. Jacques a dit les minorités musulmanes, mais parmi ces minorités issues de l'islam, que nous n'osons pas dire dissidentes de l'islam, certaines ne se revendiquent plus comme musulmanes, comme les yézidis par exemple, qui, on nous le confirmera, je pense, ou certains alaouites ne se considèrent pas comme musulmans. Donc nous allons entamer cette rétrospective historique pour voir où puisent les États-nations arabes, notamment en faillite, les crises, d'où viennent les crises récurrentes auxquelles ils sont confrontés. Et nous allons commencer donc avec François Georgeon, qu'on ne présente plus, qui est directeur de recherche émérite au CNRS et qui a publié ces dernières années de nombreux ouvrages, le plus volumineux étant le dictionnaire de l'Empire ottoman, publié en 2015 chez Fayard en collaboration avec Nicolas Vatin et le regretté Gilles Weinstein, qui est une somme encyclopédique. Et j'y ajouterai deux ouvrages publiés en 2017, l'un sur Abdulhamid
de Le crépuscule de l'Empire ottoman, et le second sur le mois de Ramadan à Istanbul, de l'Empire ottoman à la Turquie. Donc, je passe la parole à François Georgeon qui va nous parler donc du pluralisme ottoman, du pluralisme religieux ottoman, et il a pour cela 30 minutes. Merci beaucoup, François. Merci, Pierre-Jean. Je vais vous parler... Bon, je vais vous parler donc de... C'est pour les... Je vais effectivement essayer de vous parler de l'État et des communautés dans l'Empire ottoman, en faisant remarquer d'abord que l'Empire ottoman, si on le compare aux autres empires territoriaux du XIXe siècle, comme la Russie ou l'Autriche-Hongrie, ou l'Autriche et ensuite l'Autriche-Hongrie, eh bien, est de loin le plus pluriel des empires. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il pose aujourd'hui autant de problèmes, parce que la pluralité ottomane est quelque chose de tout à fait énorme. Et je voulais vous le montrer en mettant sous vos yeux une carte qui a été réalisée par un Autrichien, Karl Sachs, en 1877, et qui a essayé de représenter les différents groupes, les différents segments de la société ottomane dans les Balkans. Et vous voyez que pour cela, il a dû recourir à 22 critères différents, qui sont des couleurs différentes et des hachures dans les deux sens d'ailleurs. Donc, et vous voyez donc l'extraordinaire complexité. On voit des grands ensembles, on voit quelques grands ensembles d'après les couleurs, mais aussi dans certaines parties des Balkans, eh bien, il faut bien dire que la situation est presque incompréhensible. Regardez la Macédoine, par exemple, regardez la situation également dans la Thrace, occidentale et orientale, en Bulgarie, dans une partie de la Roumanie, et en fait, on n'y comprend rien. C'est-à-dire que malgré les efforts de ce géographe, eh bien, il n'a pas pu représenter d'une manière claire la pluralité ottomane, parce que, en réalité, contrairement aux autres empires, elle se superpose en réalité. Si on peut tracer des limites relativement générales en Autriche et en Russie, par grands ensembles, malgré tout, eh bien, c'est tout à fait impossible dans le cas de l'Empire ottoman. Je vous ai montré les Balkans, mais au fond, ce serait la même chose à peu près sur le plan linguistique. Alors, d'où vient cette diversité extraordinaire ? Eh bien, elle est évidemment d'abord elle a une origine plus ancienne que l'Empire ottoman, avec l'Empire romain d'Orient, Byzance, auquel les Ottomans ont ajouté eux-mêmes de la diversité religieuse, ethnique, et finalement, on a une pluralité religieuse qui est extrême et qui non seulement concerne les trois grandes religions, les religions du livre, mais également à l'intérieur de ces trois religions, différents segments différents, presque à l'infini. Elle est évidemment ethnique, linguistique, je n'insiste pas sur ce plan. Une grande partie des langues indo-européennes, sémitiques et altaïques se regroupées dans l'Empire ottoman. Les genres de vie, là non plus, je n'insiste pas, et les coutumes. Tout cela fait un ensemble d'une complexité tout à fait extraordinaire et qui demande donc il faut essayer de démêler cela pour y voir un peu plus de clarté. Alors, comment les Ottomans ont-ils géré cette diversité dont ils ont hérité, mais qu'ils ont également eux-mêmes accentuée ? Eh bien, par l'application d'abord d'un principe général qui était celui cela a été rappelé tout à l'heure, de l'islam vis-à-vis des non-musulmans, c'est-à-dire le système de la zimmitude, si vous voulez, enfin en tout cas de la dhimma, l'application de la dhimma à l'ensemble ottoman. Ce qui veut dire donc, d'une part, les musulmans qui sont
les privilégiés en quelque sorte dans l'Empire, et d'autre part les non-musulmans, les chrétiens et les juifs qui sont dans un statut d'infériorité, donc que l'on appelle la dhimma. Personnellement, pour ce qui concerne l'Empire ottoman, je n'aime pas le terme de minorité. Il ne me semble pas bien convenir à des situations locales, en particulier si on prend certains exemples, par exemple celui de Salonique, au milieu du XIXe siècle, eh bien, c'est une ville qui est à moitié juive. Et donc, parler de minorité juive dans le cas de Salonique ou d'autres villes, eh bien, n'a pas beaucoup de sens. Donc, utilisons plutôt le terme de communauté qui représente dans l'Empire ottoman ce qu'on appelle de plusieurs termes d'ailleurs, taïfa d'abord, puis djemahat, communauté, et ensuite millet, nation, mais au sens ancien du terme, c'est-à-dire religion. Quel est le système? Donc, en fait, il y a deux principes, si vous voulez, dans ce système de la zimmitude qui a été appliqué par les Ottomans. D'abord, l'inégalité. C'est quelque chose de fondamental. L'inégalité ou si vous voulez, la discrimination est quelque chose de statutaire. C'est quelque chose qui est assumé totalement dans l'Empire ottoman. Inégalité fiscale, puisque les non-musulmans doivent un impôt de capitation. Inégalité judiciaire devant la justice, puisque les non-musulmans ne peuvent pas témoigner devant le tribunal du cadi. L'inégalité également sociale et culturelle par un certain nombre d'interdits concernant le vêtement. On doit porter des vêtements de couleurs différentes, y compris les couleurs des chaussures. On est interdit de porter des armes, interdit de monter à cheval lorsque l'on est non musulman. Voilà, un certain nombre d'interdictions. Et là, j'ajoute un autre principe peut-être subsidiaire, en quelque sorte, qui est la visibilité. C'est-à-dire que l'Empire ottoman a toujours recherché à ce que la rue ou la ville soit visible, si vous voulez. Et c'est pour ça que ce soit les corporations ou bien les communautés elles-mêmes, eh bien, avaient des habits distinctifs qui permettaient de savoir au premier coup d'œil pour l'ordre public, si vous voulez, qui est qui dans la ville et dans les bourgades. L'autre aspect de ce principe, si vous voulez, d'azimitude, c'est la protection. La protection, c'est-à-dire que les non-musulmans jouissent de la protection du sultan dans l'Empire et, de fait, jouissent d'une sorte de ce qu'on pourrait appeler semi-autonomie à l'intérieur de leur communauté, c'est-à-dire le droit d'avoir leurs propres écoles, le droit d'avoir leurs propres institutions de bienfaisance, les hôpitaux par exemple, le droit d'avoir d'imprimerie, d'avoir ensuite leurs journaux à l'époque plus tardive, et ceci donc, et d'avoir leurs propres taxes, leurs taxes communautaires, donc collectées par le rabbin, par le pope ou par les patriarches. Donc voilà le principe, si vous voulez, général. Donc c'est ce que l'on appelle, si on prend les deux principes ensemble, c'est ce qu'on appelle la tolérance ottomane, mot qui est extrêmement ambigu, comme vous le voyez. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que de même que l'on parle parfois de citoyens de seconde zone aujourd'hui, eh bien en fait, les non-musulmans sont des sujets de seconde zone, on peut le dire comme cela. Alors, j'ai utilisé les termes donc Jemaat, Millet. En réalité, c'est quelque chose qui est complexe. On a longtemps parlé dans l'Empire ottoman d'un système des millettes. Les historiens en ont beaucoup rebattu depuis, parce qu'en réalité, il n'y a eu véritablement organisation à peu près complète et homogène de l'Empire ottoman qu'au XIXe siècle. Et auparavant, ce qui domine, c'est plutôt des pratiques très pragmatiques à l'égard de la mise en pratique de ces principes dont j'ai parlé. Par exemple, dans certains cas, ce n'est pas tellement la distinction entre musulmans et non-musulmans qui comptait, mais celle entre protégés, des consulats en particulier, et non protégés. C'était le cas, par exemple, à Chypre au XIXe siècle. Et puis,
si ces principes semblent séparer énormément les religions, eh bien, dans la réalité, ce n'est pas le cas. Par exemple, les quartiers. Vous avez des quartiers qui sont effectivement des quartiers communautaires. C'est probablement d'ailleurs la majorité des cas dans l'Empire ottoman, c'est-à-dire ayant à sa tête un chef religieux qui le gouverne, donc le rabbin, le pope ou l'imam, si vous voulez. Mais en réalité, il y a beaucoup d'une part, ces quartiers ne sont pas fermés, ce ne sont pas des ghettos, si vous voulez, ils sont ouverts. Et d'autre part, deuxième remarque, c'est qu'il y a pas mal de quartiers mixtes, en réalité, où chrétiens, juifs et musulmans se côtoient plus ou moins. Je vais prendre l'exemple d'Ankara. Ankara, c'est une bourgade au début du 19e siècle, 20 000 habitants à peu près, et elle comprend 107 quartiers. Cette bourgade comprend 107 quartiers, et il y en a 57 qui sont réservés aux musulmans, en quelque sorte, qui sont musulmans, 27 non musulmans, et il y a 23 quartiers qui sont en réalité mélangés. C'est-à-dire que l'idée d'une séparation des communautés telle qu'on pourrait l'imaginer à partir de ces principes de l'azimitude, eh bien, dans la pratique, elle ne se trouve pas complètement réalisée, loin de là. Et surtout, si l'on regarde plus attentivement sur le terrain, si vous voulez. Et certains travaux récents ont montré, par exemple, que pour un cas qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est-à-dire la Syrie-Palestine, eh bien, il y avait plus que des syncrétismes entre les trois religions, plus que des syncrétismes, c'est-à-dire ce que James Graham a appelé une religion agraire partagée. Une religion agraire, ce qui ne veut pas dire rurale, mais parce qu'elle pénètre également les petites villes et les bourgades, et où on partage parfois des lieux de culte, où on partage bien entendu des croyances et des pratiques, où on observe le culte des mêmes saints, où on va se prosterner devant les mêmes tombes, où le paysage lui-même, dans sa sacralité, des rochers, des arbres, eh bien, fait l'objet de pratiques communes, la magie, etc. L'auteur cite, par exemple, que des chrétiens du mont Liban portent sur eux des talismans avec des versets du Coran, par exemple. Donc il y a quelque chose qui est profondément des rituels et également des partages d'édifices religieux dans des villages où il n'y a pas forcément de synagogue, d'église ou même de mosquée. Donc ceci veut dire, dans le cas de la Syrie-Palestine, mais cela pourrait sans doute s'étendre à d'autres régions de l'Empire, eh bien en réalité qu'il y a une grande familiarité entre les religions, une connaissance très ancienne en fait, si vous voulez, et ce qui fait que les violences qui existent, j'ai dit que l'inégalité elle-même est une violence d'ordre symbolique, mais que les violences qui existent, bien sûr, les violences, je parle cette fois des violences physiques entre les différentes communautés, eh bien, sont moins fréquentes qu'on pourrait l'imaginer dans cette vision d'une séparation complète, et qu'elles sont en quelque sorte atténuée par cette familiarité que l'on a, on connaît le calendrier des fêtes de l'autre, si vous voulez, et tout ceci permet des comportements qui sont en fait adaptés à cette situation de familiarité. On pourrait dire à peu près la même chose dans l'Albanie, si vous voulez, c'est-à-dire à l'autre bout de l'Empire, où en fait on a à peu près des schémas semblables avec entre les religions des approches, si vous voulez, qui sont différentes. Il y a des crypto-chrétiens, par exemple, des gens qui se sont convertis à l'islam pour des raisons pratiques, parce qu'ils ne payent plus d'impôts. D'autres qui veulent au contraire échapper au service militaire, donc des musulmans qui essaient de se faire passer pour des chrétiens. Il y a toutes sortes de schémas, si vous voulez, qui permettent de voir que la situation est moins séparée qu'on ne le dit. Il y a une barrière malgré tout, c'est celle matrimoniale, des relations matrimoniales. Et là, effectivement, on a pratiquement jusqu'à la fin de l'Empire une barrière qui n'est pas franchie, mais cela dit, entre, disons, musulmans et non musulmans. Mais à l'intérieur des
communautés non musulmanes dans certaines villes, par exemple à Smyrne, eh bien, où il y a beaucoup d'étrangers, de Levantins, de Grecs, d'Arméniens, etc. Eh bien, là, on voit des mariages, si vous voulez, à l'intérieur de ces communautés, plutôt intercommunautaires, je veux dire. Voilà. Alors, dans ce schéma général, eh bien, il y a évidemment quelque chose dont les Ottomans ne tiennent pas compte. Il y a ce que j'ai appelé les laissés-pour-compte, en quelque sorte, de cette organisation, ce que l'on appelait tout à l'heure les angles morts de la société proche-orientale, c'est-à-dire ceux qui ne rentrent pas, si vous voulez, dans ces catégories, et ce sont en particulier les minorités musulmanes, comme les Alévis, comme les chiites, comme les Nusayris, comme les Druzes, mais je crois qu'on va en parler tout à l'heure, donc je passe très vite sur ce sujet, mais il faut savoir donc qu'il rentre en réalité au forceps dans le système, et au XIXe siècle, au moment où la conscription est introduite, au moment où l'État a de plus en plus besoin d'argent, eh bien, il va faire comme si ces communautés étaient des communautés musulmanes, mais qu'il fallait intégrer plus ou moins de force dans le cadre de la communauté musulmane, et donc sur laquelle il fallait prélever à la fois l'impôt du sang, c'est-à-dire le service militaire, et des taxes. Alors voilà, si vous voulez très très rapidement évoquer ce que je ne veux pas parler ce que je ne veux pas appeler le système ottoman, mais que j'appelle quand même système ottoman, c'est-à-dire l'organisation, disons, générale de l'Empire, telle qu'elle a plus ou moins fonctionné jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, et ensuite évoquer devant vous, finalement, comment le système a évolué, comment il s'est gauchi, comment il s'est désagrégé peu à peu, aucun de ces termes, d'ailleurs, ne représentant véritablement la réalité, une réalité qui s'étend quand même sur plus d'un siècle. Car il faut, si l'on commence, disons, avec les premières révoltes serbes de 1804 et que l'on va jusqu'à la fin de l'Empire, eh bien, en fait, on a un grand siècle, si vous voulez, un long siècle, au cours duquel, eh bien, on voit que ce système est en but à des transformations profondes, et c'est ce sur quoi je voudrais insister maintenant. Bien entendu, la première chose à laquelle on doit penser, c'est le nationalisme, l'éveil du nationalisme qui, dans le système, dans l'organisation dont je vous ai parlé, est évidemment une sorte de nouveau venu qui n'est pas prévu, en quelque sorte. Je veux dire, il n'est pas prévu en ce sens que les Ottomans n'ont pas compris au départ, les élites ottomanes, le pouvoir ottoman n'a pas compris au départ ce que c'était que ces nouvelles révoltes, celle des Serbes donc en 1804, qui a abouti à une autonomie en 1829, et celle, bien sûr, de la Grèce, qui a abouti à l'indépendance de la Grèce, une petite partie de la Grèce, donc en 1830. En fait, le pouvoir ottoman ne comprend pas, et il réagit comme il a réagi autrefois lorsqu'il s'agissait de révolte, si vous voulez, c'est-à-dire, premier réflexe, c'est de changer le gouverneur, par exemple. On rappelle le gouverneur. Ou bien on discute avec les communautés, avec les chefs des communautés religieuses. On prend langue avec les notables. Mais tout ça, évidemment, ne fonctionne plus dans le cas du nationalisme. On peut envoyer l'armée, mais cela non plus ne fonctionne pas finalement. Et le vocabulaire ottoman ne colle pas à cette réalité, si vous voulez. Et il faudra attendre un certain temps avant que les Ottomans n'inventent le terme de nation, nationalité, mais au sens nouveau du terme, et ce sera seulement à partir de la seconde moitié du XIXe siècle. Pour le moment, on dit peuple, Kavim en arabe, mais en fait, on n'a pas vraiment les outils nécessaires, je veux dire conceptuels, pour comprendre ces nouvelles formes de
Voilà. Et on arrive à des situations étranges, si vous voulez, de ces nationalismes à l'intérieur de l'Empire ottoman. Je voudrais prendre un exemple. Il y a eu une guerre entre l'Empire ottoman et la Grèce en 1897. On l'appelle la guerre de Thessalie. Elle se passait donc à la frontière avec le royaume de Grèce. Et le consul de France à Izmir, à cette époque-là, donc 1897, il voit des Grecs de l'Empire ottoman, donc de la région égéenne, d'Izmir, qui s'embarquent pour combattre du côté grec. Vous voyez, ce qui est assez étrange, c'est-à-dire que des Grecs ottomans, en fait, s'embarquent librement pour aller rejoindre l'armée grecque qui combat contre l'Empire ottoman. Et le consul est très choqué. Il dit, c'est incroyable, ils chantent des chants patriotiques et finalement les Ottomans ne les laissent faire. Il est tout à fait étonné, lui qui, évidemment, a l'idée de l'État-nation français derrière lui. Il ne comprend pas une telle situation. Le deuxième point, si vous voulez, mais qui est lié au premier, ce sont les réformes qu'entreprennent la modernisation et la sécularisation qu'entreprend l'Empire ottoman à partir des années 1830 et qu'on appelle donc du mot générique de tanzimat, c'est-à-dire la réorganisation. Et le terme convient bien parce que c'est évidemment une remise en ordre d'un système qui avoue ses faiblesses, si vous voulez, et qui ne fonctionne plus comme auparavant. Le concept sur lequel repose cette modernisation ottomane, eh bien, c'est celui d'égalité de tous devant la loi, devant le service militaire, devant l'accès à la fonction publique. Donc ceci est affirmé et proclamé hautement même dans deux textes célèbres, 1839, ce qu'on appelle le Hati Sherif de Gulanay, et 1856, le Hati Humayun, donc le rescrit impérial de 1856, tout ceci ayant été évidemment appuyé fortement par les grandes puissances. Alors vous voyez bien que l'idée d'égalité dans le système que j'ai décrit est totalement c'est totalement révolutionnaire en quelque sorte. Elle est quelque chose qui met totalement à plat normalement l'organisation ottomane qui repose précisément sur une inégalité de statut et la visibilité à l'intérieur de ces inégalités. Et finalement, le résultat, si vous voulez, de ces réformes est tout à fait contradictoire parce qu'il va au contraire accentuer le phénomène de prise de conscience nationale ou même religieuse plus qu'avant. Par exemple, l'égalité devant les impôts n'est pas réalisée. En fait, ni l'égalité devant le service militaire. Et on va remplacer l'impôt de capitation par un impôt de remplacement de service militaire. Mais c'est la même chose en réalité et qui tombe sur les non-musulmans. L'accès à la fonction publique va être plus ou moins réalisé à des niveaux relativement bas de la fonction publique, mais il y aura malgré tout, encore en 1913, vous avez plusieurs ministres arméniens, par exemple, dans le gouvernement, et dans la diplomatie, par exemple, il y a des ambassadeurs qui sont d'origine grecque. Donc, c'est complexe, si vous voulez, mais malgré tout, les non-musulmans ne sont pas représentés en proportion de leur capacité et de leur ouverture. Voilà. D'autre part, le gouvernement ottoman entreprend une réforme des millettes. Et c'est justement à ce moment-là qu'on commence à parler vraiment de système des millettes. Il veut, ne comprenant pas véritablement ce que c'est que le phénomène nationaliste, il veut que ces communautés religieuses se sécularisent. Et il les encourage à se séculariser. Ce qui fait que dans les années 1860, les Arméniens, les Grecs et les Juifs prennent des règlements, organisent des règlements qui sont appelés parfois constitutions ou règlements de la nation arménienne, par exemple, etc. Et en fait, qui donnent davantage de poids à l'élément séculier, c'est-à-dire aux laïcs dans ces communautés. Mais ces laïcs vont porter tout autant, et même plus que les religieux, en réalité, les demandes à caractère nationaliste de leur communauté. Ce qui fait d'ailleurs qu'il y aura des réactions musulmanes à cette
promesse d'égalité pour les communautés dès 1859, vous voyez, c'est-à-dire 3 ans après le fameux Hati Humayun de 1856, eh bien, il y aura une révolte qui vise en fait à renverser le sultan, un sultan qui a accordé aux non-musulmans une égalité qui est considérée comme insupportable par un certain nombre de musulmans. Un grand intellectuel musulman de l'époque, Jevdet Pacha, parle comme d'un jour de deuil, parle du rescrit de 1856 qui affirme haut et fort l'égalité de tous devant la loi, eh bien, parle d'un jour de deuil pour la communauté musulmane. J'ai encore un peu de temps ? Bon. Alors, pour vous parler d'un autre problème qui est évidemment les déséquilibres qui sont introduits dans l'organisation par, j'allais dire, la question d'Orient, par l'emprise des grandes puissances sur l'Empire ottoman, qui aboutit, elle aussi, à déséquilibrer le système. Pourquoi ? Parce qu'à favoriser, à essayer de s'appuyer sur les éléments non musulmans de l'Empire pour des intérêts économiques, pour des raisons religieuses, idéologiques, de toutes sortes. Et ce qui fait que la notion de protection change de sens. Les dhimmis étaient protégés en principe par le sultan et maintenant ils deviennent protégés par les consuls sur place, par les ambassadeurs, si vous voulez, en fonction donc de ces privilèges que l'on appelle les capitulations. Et c'est ce qui fait que on assiste à un développement inégal maintenant entre les communautés et les non-musulmans doublement protégés, donc à la fois par l'État, qui d'ailleurs se renforce et d'une certaine façon les protège un peu mieux, ou essaye de les protéger un peu mieux, et d'autre part par les grandes puissances qui ont choisi leurs champions. Vous le savez, au Liban, ce sont les Maronites pour les Français et les Druzes pour en ce qui concerne les Anglais. Et donc, il y a donc quelque chose qui se greffe sur le système ottoman et qui le déséquilibre. Je vais prendre un exemple très simple. En 1877, il y a une conférence qui est réunie en 1876, une conférence qui est réunie à Istanbul, la conférence de Constantinople ou de la Corne d'Or, entre les grandes puissances et l'Empire ottoman. Il s'agit de régler les problèmes dans les Balkans. Il y a d'ailleurs une guerre latente dans les Balkans à cette époque. Et il y a un dialogue de sourds, en réalité, entre les Ottomans et les grandes puissances. Salisbury, qui représente l'Angleterre, dit que ce que veulent les Européens, c'est grouper, il s'agit des Balkans cette fois, grouper autant que possible les cultes et les races. Et à quoi l'un des représentants ottomans à la conférence lui dit « c'est inacceptable ». Et parce que nous, au contraire, ce que nous voulons, c'est la fusion des races, c'est-à-dire ce principe justement d'égalité qui est un idéal et par lequel derrière il y a cette idée de créer une nation ottomane avec les différents éléments en les intégrant, si vous voulez, dans une communauté un petit peu comme il en existe aux États-Unis. Et il y a d'autres éléments qui contribuent encore à ce déséquilibre. Il y a les missions chrétiennes, bien sûr, qui sont extrêmement nombreuses au XIXe siècle. Je pense aux missions américaines, par exemple, qui s'implantent dans l'Empire ottoman à partir des années 1840-1850 et qui, visant d'abord la communauté juive, puis la communauté arménienne, cherchent à faire des conversions ou, si ça ne marche pas, en tout cas à leur apporter, si vous voulez, ce qu'on peut appeler la civilisation au sens à la fois spirituel et matériel du terme, et qui contribuent sur place à aggraver des déséquilibres. D'autres facteurs aussi que je vais énumérer très vite, l'alphabétisation par exemple, le développement de l'édition et de l'édition en particulier des éditions religieuses qui finalement
qui réactive une orthodoxie à l'intérieur de chacune des religions, c'est-à-dire où le culte des saints, tout ce dont j'ai parlé, si vous voulez, est considéré comme des superstitions et qui, par conséquent, renforce les lignes religieuses, si vous voulez, qui étaient sur le terrain, finalement, beaucoup plus souples qu'ils ne l'imaginaient. Et donc, l'alphabétisation, si vous voulez, ou le développement de l'écrit, ensuite de la presse, contribue à une sorte de durcissement également des barrières religieuses. Les associations multiples, l'association sera autorisée dans l'Empire ottoman en 1908, mais en réalité, il en existe beaucoup. Il existe des associations de charité très nombreuses dans les différentes communautés, et celles-ci aussi, peu à peu, si vous voulez, prennent une tournure à caractère national ou nationaliste. Telle association sportive, par exemple, qui apparaît comme quelque chose de général et pour tous les Ottomans, en réalité est gérée par des Grecs et elle s'adresse en fait à des Grecs. Vous voyez ? Et donc là aussi, on va vers une évolution qui va évidemment contre ce qu'on appelle le système ottoman. Donc il y a effectivement une sorte... Les quartiers eux-mêmes, par exemple, dont je disais qu'ils étaient, même lorsqu'ils étaient communautaires, ils étaient ouverts, eh bien ils ont tendance à se fermer. Et ça, à la suite des violences qui ont eu lieu à Alep ou à Damas, par exemple, au milieu du 19e siècle. Et je voudrais conclure alors, puisque j'ai encore quelques minutes, pour dire finalement que reste-t-il de cela, mais en prenant le cas de la Turquie après l'Empire ottoman. Apparemment, c'est un État-nation, c'est-à-dire un État turc, donc, qui est appuyé sur donc, une ethnie, une langue, etc. Et donc, la Turquie a toutes les apparences d'un État-nation, et c'est d'ailleurs la vision officielle, si vous voulez, que les Turcs donnent de leur État, c'est-à-dire il y a la citoyenneté pour tous, et d'autre part le sécularisme, c'est-à-dire qui est un dépassement des différences religieuses et qui vaut aussi bien d'ailleurs pour les non-musulmans qu'à l'intérieur des musulmans, pour les Alévis, dont vous savez qu'ils soutiendront plutôt le système kémaliste. Mais dans la réalité, quand on regarde véritablement les choses, on s'aperçoit qu'on est quand même assez loin d'un système d'État-nation. D'abord, en 1923, il y a eu un échange de population, si vous voulez, mais il se fait selon des lignes qui sont religieuses et non pas ethniques. Ce sont des Grecs islamisés qui arrivent en Turquie, et ce sont des Turcs orthodoxes qui sont en fait envoyés en Grèce, en quelque sorte, en échange. D'autre part, on commence à parler de minorité. Alors précisément, le terme en ottoman existe déjà un petit peu au début du XXe siècle, mais il est vraiment utilisé de manière officielle à la conférence de Lausanne, si vous voulez, qui règle les problèmes. Et on a donc maintenant des minorités juives, des Arméniens et les Grecs. Mais en réalité, ces minorités sont discriminées. Je passe sur les événements douloureux. Bon, à propos des Arméniens, d'ailleurs, j'avais oublié de parler du génocide de 1915, mais bon, il prend place, bien entendu, comme vous avez compris, dans la poussée du nationalisme et la répression des gouvernements ottomans. Par exemple, ces minorités donc, n'ont un accès très limité aux fonctions publiques, pas à l'armée, dans les principaux emplois publics non plus. Il y a eu, à ma connaissance, un seul député sous la République turque qui a été non musulman, un juif, Jamkhani. Donc il y a, et pendant que ces discriminations continuent, avec des pogroms, d'ailleurs, comme en 1955 contre la communauté grecque, eh bien pendant ce temps-là, au contraire, on assimile des populations musulmanes non turcs, c'est-à-dire des Bosniaques, par exemple, des Albanais, qui se trouvent dans des Tcherkesses, si vous voulez, qui sont considérés comme des Turcs et donc qui sont assimilés. Et donc, on avait tout à l'heure des sujets de seconde zone, on a maintenant des citoyens, ce qu'il faut bien appeler des citoyens de seconde zone. Et peut-être qu'au lieu de parler d'État-nation, on pourrait parler d'État-communauté. État-communauté, parce qu'en réalité, s'il a les habits extérieurs de l'État national, eh bien, en fait, il reste, par beaucoup de traits, un État
communautaire, ou plutôt une communauté qui est devenue un État. Alors, reste le problème, évidemment, c'est que dans cette communauté, il y a des minorités, mais qui ne sont pas appelées comme telles, les Kurdes et les Alévis en particulier. Le terme minorité n'est absolument pas utilisé en turc pour eux. Ils ne sont pas considérés comme des minorités, mais une tentative d'assimiler au sunnisme, si vous voulez, de l'État turc d'aujourd'hui. Je passe sur ces questions, puisque je crois qu'on va en parler plus en détail par la suite. Merci beaucoup, François, pour cette analyse et ce tableau très circonstancié de l'évolution du pluralisme. Une autre image que j'ai une représentation de l'ottomanité, si vous voulez, que voulait créer le gouvernement ottoman. À gauche, vous voyez la crête, c'est la crête qui, d'horizontale, est devenue verticale tout à coup, et qui demande l'aide, parce que c'est l'autonomie de la crête le rattachement à la Grèce plutôt en 1912, et vous voyez le panorama ottoman, si vous voulez, qui va du grec, le roum, tcherkesse, arnavout, c'est-à-dire l'albanais, le turc, l'arabe, le kurde, pardon, le laz, le yaoudi, c'est-à-dire le juif, et enfin l'arménien, vous voyez. Donc c'est le grand espoir d'une communauté, et elle date de 1912, c'est-à-dire en plus de l'époque de la première guerre balkanique qui fait voler en éclats, en fait, toute cette idée d'ottomanité. Pardon, excuse-moi. Non, je t'en prie, merci, c'était passionnant de t'écouter. François nous a parlé de l'évolution de ce qu'on peut appeler une forme de pluralisme ottoman envers des communautés reconnues. Pour ma part, je vais rester dans le contexte de l'Empire ottoman, mais je vais parler d'une communauté non reconnue, et ceci est d'autant plus important que c'est probablement la plus grosse communauté à la fois ethnique et religieuse que l'Empire ottoman renfermait à l'intérieur de ses frontières. Donc j'ai nommé la communauté chiite duodécimaine. Duodécimain se réfère aux 12 imams, les chiites duodécimains sont environ 90% de la communauté chiite, les 10% se répartissant entre différentes communautés dont je ne parlerai pas. Mais ce qui est important, c'est de voir que la seconde branche de l'islam, le chiisme, dans l'Empire ottoman a connu une constante qui est la non-reconnaissance. Là où les Ahl-Dhimma, les Dhimmi, les chrétiens et les juifs, à travers leur communauté, puis à travers les millettes, étaient reconnus, les chiites n'ont jamais bénéficié d'une telle reconnaissance, c'est-à-dire qu'ils n'avaient aucun statut. Et c'est cette absence de reconnaissance, cette histoire d'une non-reconnaissance réciproque, d'ailleurs, que je vais tenter d'éclaircir. Et j'arriverai ensuite aux conditions qui ont prévalu au moment de la fondation d'un nouveau venu, l'État irakien, en 1920, tel qu'il a été fondé par la puissance mandataire britannique, en s'appuyant sur une communauté, et j'y viendrai tout à l'heure, pour dire comment les choses se sont passées en passant d'un système ottoman de non-reconnaissance à un système d'État-nation irakien qui institutionnalisait la primauté d'une communauté sur l'autre. Donc, les chiites et les ottomans, histoire d'une non-reconnaissance, comme vous le savez probablement, l'Empire ottoman a été le porte-drapeau du sunnisme face à la Perse chiite, et ceci avait une grande importance dans
le traitement que l'Empire ottoman réservait à plusieurs communautés chiites duodécimaines importantes qui vivaient à l'intérieur de ses frontières et qui étaient essentiellement arabes avec des minorités kurdes et turkmènes. Donc il y avait 3 régions qui se distinguaient pour leur ancrage chiite à différents titres. Il y avait la Mésopotamie ou l'Irak, si l'on veut, qui est la principale région, puisque je rappelle que c'est là au 7e siècle qu'est né le chiisme. C'est le berceau du chiisme, avec 4 des villes saintes les plus importantes, donc Najaf, Kerbela, Kazmein et Samarra. Et je rappelle que les chiites représentent environ 75% de la population arabe de l'Irak. Il y avait également ce qui va être le Liban, le futur Liban, avec 2 régions essentiellement peuplées par les chiites. Le sud Liban, qui aura une importance historique très, très marquée dans le fait que la conversion au chiisme de l'Iran, de la Perse, donc au XVIe siècle, sera aidée par l'importation par les chahs séfévides d'oulémas originaires du sud Liban qui vont aider à la conversion à travers un dogme duodécimain codifié, donc il y a une version codifiée du chiisme, donc aider à la conversion au chiisme duodécimain de l'Iran. Donc le Liban, avec le sud Liban et la Bekaa, qui est également une région qui va être annexée au Mont Liban en 1920, où les chiites représentaient déjà la plus importante des communautés de ce qui formera donc le Liban. 3e région, le Hassa, future région pétrolière de l'Arabie Saoudite sur le Golfe, et Bahreïn, donc où l'on rencontre, comme en Irak d'ailleurs, une configuration qui va marquer très profondément la confrontation entre sunnites et chiites, et qui est liée à la hiérarchie tribale propre au monde bédouin arabe, qui opposait les populations sédentaires, paysannes, généralement chiites, à des tribus de grands chameliers, nomades ou semi-nomades, qui, elles, vont rester sunnites. Donc on a une illustration de cela à Bahreïn, où depuis le XVIIIe siècle, les Al-Khalifa, originaires du Nejd, une tribu arabe sunnite, donc avaient pris le pouvoir et dominaient politiquement et socialement une population essentiellement composée de paysans sédentaires chiites. En 1517, le sultan ottoman reçoit du dernier calife abbasside réfugié au Caire le titre de calife, et pratiquement au même moment, la Perse, donc je l'ai dit, adopte officiellement le schisme duodécimain comme religion officielle de l'État. Et on a là une configuration qui va se perpétuer jusqu'à nos jours, jusqu'au début du XXe siècle. Empires musulmans rivaux, donc qui furent souvent en conflit ouvert. L'Empire ottoman et la Perse vont se disputer plus particulièrement les régions habitées par les chiites, qui ont été vite considérées comme une 5e colonne persane par les Ottomans. Voilà. On a dit qu'il n'y avait pas de géopolitique. Il y en a quand même dans le traitement réservé aux communautés chiites de l'Empire ottoman, dans la mesure où depuis des siècles, le soupçon d'avoir affaire à des agents iraniens, même si très souvent c'était un fantasme, a perduré. Et bon, une dernière illustration en a été le discours de Saddam Hussein sur ses concitoyens chiites. Donc, quelles étaient la nature des relations des chiites avec les Ottomans? Donc, je l'ai dit, elles se caractérisaient de façon essentielle
par une non-reconnaissance, et cette non-reconnaissance était réciproque et par un rejet mutuel. C'était d'abord donc la conséquence de deux conceptions inconciliables de l'islam au regard du dogme chiite. Donc, je le rappelle, le pouvoir des souverains ottomans était illégitime, comme l'étaient tous les gouvernements sunnites en période d'occultation de l'imam. On a là un aspect essentiel de la théorie chiite du pouvoir depuis 941, date à laquelle le 12e imam chiite a été occulté. Il a été occulté, mais il n'est pas mort et il reste le seul pouvoir spirituel et temporel légitime. Donc, de ce fait, tous les pouvoirs musulmans successifs vont être frappés du sceau de l'illégitimité. On sait qu'il y a eu des grands accommodements avec cette théorie, et dans la mesure où les mêmes qui avaient déclaré illégitimes tous les gouvernements en période d'occultation de l'imam vont se mettre au service des souverains séfévides. Mais voilà, c'était dans le cadre d'une chiitisation pour la première fois d'une institution étatique, et on comprend que les intéressés n'aient pas voulu gâcher cette occasion historique. En revanche, les prétentions des sultans d'Istanbul, sultan calife, c'est donc la revendication à certaines époques du pouvoir ottoman, sultan représentant le pouvoir davantage temporel et calife, donc celui de successeur du prophète, donc de pouvoir spirituel. Les prétentions des sultans d'Istanbul à assumer un pouvoir spirituel depuis qu'il s'était arrogé le titre donc de protecteur des villes saintes sous Sélim Ier au XVIe siècle, puis la revivification de la fonction califale, notamment à partir du XVIIIe siècle. Il faut préciser que pendant plusieurs siècles, les sultans ottomans avaient négligé la fonction califale de leur pouvoir, et que c'est paradoxalement la confrontation avec les puissances européennes, notamment la Russie, qui va revivifier une fonction califale. Donc, toute cette mise en avant du pouvoir spirituel des sultans ottomans s'était heurtée à l'incrédulité des chiites, qui ne voyaient en des sultans turcs, donc non arabes, et qui de plus, sans attache prouvée avec la famille du prophète, que des usurpateurs. En retour, l'État ottoman a manifesté une constance à ne jamais reconnaître le chiisme duodécimain et à lui refuser tout statut. Cette double opposition a fait que les tentatives de rapprochement qui ont existé donc entre les deux communautés ont été vouées à l'échec. Ça a été le cas au XVIIIe siècle, où il y a eu une tentative qui a tourné court et qui était le fruit d'une proposition du Shah de Perse, Nader Shah, visant à faire du chiisme duodécimain le 5e rite aux côtés des rites, des 4 rites sunnites, donc Hanafite, Hanbalite, Shaféite et Malikite, de faire du chiisme duodécimain el madhab el khames, c'est-à-dire le 5e rite de l'Empire ottoman. Donc on sait que les Ottomans ont temporisé, puis la réponse des oulémas ottomans a été assez brutale, puisqu'elle a été que les chiites sont des hérétiques qu'il faut combattre. Donc la réponse iranienne a été militaire, puisque l'année suivante, Nader Shah envahit l'Irak, occupe Bagdad et les villes saintes, et à la suite de cet échec, on verra que les chiites ottomans ne bénéficieront jamais des droits reconnus aux juifs et aux chrétiens, et on peut dire qu'ils ont été traités plus durement que les autres communautés musulmanes de l'Empire ou issues de l'islam, comme les Druzes, les Alaouites, les Ismaéliens. Cependant, et c'est peut-être là-dessus qu'il faudrait insister, les relations entre les Ottomans et les chiites de l'Empire dépendaient aussi des aléas de la vie politique.
les Ottomans avaient commencé au début de leur règne à alterner envers les chiites une politique de répression avec des tentatives d'approche plus ou moins ouvertes. Et donc on a vu que il y a eu des tentatives de rapprochement, mais il y a eu aussi des anathèmes. Bon, il y a eu les anathèmes sous le sultan Sélim Ier, mais il y en aura d'autres sous le règne de Mourad IV au XVIIe siècle, qui était engagé dans une guerre sans merci contre les Séfévides. Et donc, pour légitimer cette guerre de l'Empire ottoman contre le grand rival musulman qui était la Perse chiite, le grand moufti d'Istanbul, Nuh Effendi bin Ahmadzadeh, promulgue une fatwa célèbre où il qualifie les chiites de rawafid, c'est-à-dire de renégats. Je rappelle que c'est le même mot utilisé par l'État islamique pour légitimer les massacres de grande ampleur qu'il a perpétrés contre les chiites. Et donc le moufti ottoman appelait à éradiquer les chiites, et lorsque Mourad IV a repris Bagdad aux Persans en décembre 1638, on sait qu'un millier de chiites ont été massacrés et les quartiers chiites de la grande ville de l'Irak ont été détruits. En revanche, on a l'exemple du dernier pacha mamelouk, donc Daoud Pacha, qui a personnellement sollicité un grand ayatollah chiite en 1821 afin qu'il joue un rôle d'intermédiaire avec le gouvernement persan. Et après l'élimination des Mamelouks, le gouvernement ottoman a tenté de restaurer l'autorité de la Porte en Irak, ce qui l'a mis en situation de confrontation avec les chiites d'Irak qui vivaient dans des zones hors de contrôle du gouvernement. C'était des zones rurales et tribales pour l'essentiel. Et on va voir là à nouveau les gouverneurs ottomans de Bagdad semblaient admettre tacitement le statut particulier des villes saintes chiites d'Irak. Et on peut dire qu'à la fin du règne ottoman, il va y avoir une atténuation de l'antagonisme entre ottomans et chiites autour de sujets d'intérêt commun. Parmi ces sujets d'intérêt commun, il va y avoir deux thèmes, la répression du babisme et du bahaïsme. Je rappelle qu'au XIXe siècle, le clergé chiite était très concerné par le développement de ce qui était considéré comme une hérésie, donc le babisme d'abord, puis qui va ensuite donner naissance au bahaïsme. Donc les Ottomans vont prêter main forte aux oulémas chiites dans la répression de ces nouvelles communautés issues du chiisme, et également lutter contre les débordements tribaux des tribus arabes qui constituaient peut-être la base sociale des oulémas chiites, mais qui pouvaient déborder, et notamment à travers des méthodes propres aux tribus, c'est-à-dire de razzia systématiques des villes et des villages. Comme je l'ai dit, il y aura, même à la fin, même avec cette atténuation de l'antagonisme entre ottomans et chiites, il y aura malgré tout au XIXe siècle un thème qui va opposer les ottomans et les chiites, c'est le prosélytisme affiché par la direction religieuse chiite envers les tribus sunnites d'Irak, qui va à nouveau enflammer le discours des oulémas ottomans, qui vont accuser les grands ayatollahs des villes saintes chiites d'Irak, notamment d'attirer les tribus sunnites
vers le chiisme en leur promettant, par exemple, le mariage temporaire. Vous savez que, contrairement aux sunnites, les chiites admettent le mariage temporaire qui était une institution en vigueur pendant les guerres à l'époque du prophète. Le mariage temporaire a été annulé et dénoncé comme une prostitution déguisée par les sunnites. Et donc, dans la mesure où la conversion au chiisme va prendre une ampleur inégalée qui permet de dire qu'aujourd'hui, une grande majorité des chiites d'Irak sont des convertis de date récente, notamment au XIXe siècle, c'est-à-dire d'anciennes tribus sunnites converties au chiisme, alors certainement pas grâce au mariage temporaire, mais grâce au discours qui était celui des oulémas chiites et qui était un discours tout à fait entendable par des tribus en voie de sédentarisation et pour qui la sédentarisation signifiait une soumission, un asservissement envers des tribus qui, elles, étaient restées à la fois nomades ou semi-nomades et sunnites. Donc, dans toutes ces régions, comme je l'ai dit, les chiites n'avaient aucune institution. Ils étaient assimilés à la majorité sunnite, qui les considérait comme des musulmans, mais comme des musulmans sunnites. C'est-à-dire qu'ils n'avaient aucune possibilité. Ils étaient exclus du gouvernement, de l'armée, ils étaient exclus de la fonction publique, où on leur déniait le droit de gérer leurs affaires selon leur propre code, excepté pour certaines affaires du droit personnel. Une conséquence de cette non-reconnaissance était, par exemple, que les chiites ne pouvaient pas être jugés selon leur code religieux. Il n'y avait pas de juge religieux Ja'fari, notamment au Liban, où les chiites, peut-être davantage qu'en Irak, parce qu'en Irak, les chiites vivaient hors d'atteinte du pouvoir central, dans des zones tribales et rurales difficiles à contrôler, ce qui n'était pas le cas du Liban. Et au Liban, on peut dire que les chiites rasaient les murs dans la mesure où ils étaient obligés de se conformer au rite sunnite dominant et d'avoir recours à la dissimulation, à la taqiyya, puisque les seuls rites reconnus étaient les 4 rites sunnites et en particulier le rite hanafite et plus rarement le rite shaféite au Liban. Donc on voit la discrimination qui existait envers des communautés qui étaient des communautés les plus importantes de l'Empire ottoman, et ceux rares qui s'adressaient par exemple à la justice ottomane devaient s'adresser aux juges d'une part en turc, langue qui leur était étrangère, et selon un code religieux qui n'était pas le leur. Donc, à cette opposition liée à la non-reconnaissance, il y avait une configuration sociale qui ajoutait au schisme entre ces 2 grandes communautés musulmanes et qui était représentée par l'opposition entre les grandes villes, qui étaient le siège des autorités, et les campagnes tribales, avec une opposition entre sédentaires et nomades chameliers. Et on va voir que le 19e siècle va augmenter cette confrontation avec l'accélération d'un processus de sédentarisation et avec également l'émergence en contexte chiite d'une direction religieuse qui est à la fois spirituelle et temporelle, avec le triomphe de conceptions qui vont faire des villes saintes d'Irak, Najaf et Kerbela, les capitales pour les chiites du monde entier, à partir desquels les oulémas chiites intervenaient dans les affaires des empires persans en Inde et partout où il y avait des chiites. Cette direction à la fois religieuse, spirituelle et temporelle disposait d'une manne financière qui faisait
parfois défaut aux États en place grâce au fait que les chiites ne payaient pas leur impôt islamique à l'État, mais aux grands ayatollahs, notamment la zakat, le khums et des legs venus d'Inde, faisaient que, par exemple, à la fin du XIXe siècle, les fortunes amassées par les grands oulémas chiites étaient colossales et parfois supérieures aux ressources d'un État ottoman très endetté. Donc les Ottomans voyaient avec inquiétude ce nouveau pouvoir, d'autant que ce nouveau pouvoir personnalisé par les nouvelles conceptions du statut des oulémas chiites avait permis donc de chiitiser les tribus sunnites d'Irak à travers un prosélytisme donc actif. Pourtant, il faut le dire, c'est d'abord contre les souverains persans que cette nouvelle direction chiite va se manifester, et là, en mobilisant deux thèmes. D'abord, la lutte contre le despotisme et contre la domination européenne sur la Perse, dont le Shah était rendu responsable. Et on va voir là une alliance qui ne va pas se démentir entre les milieux constitutionnalistes ottomans et la majorité d'un clergé chiite qui, depuis Najaf, Kerbela et Samarra, va devenir le refuge de l'opposition constitutionnaliste au Shah de Perse. Et on a là ce qui va marquer la fin de l'Empire ottoman et dans ses relations entre le gouvernement en place et les chiites, c'est-à-dire que la lutte contre le despotisme, pour la Constitution et contre la domination européenne vont être la base pour les dernières tentatives de rapprochement. Ces tentatives de rapprochement s'étaient d'abord formalisées par une adhésion des chiites aux appels au pan-islamisme, notamment du sultan Abdulhamid. Bon, on se souvient du rôle très important joué par Al-Afghani, qui se faisait passer pour un sunnite alors qu'il était persan d'origine chiite, mais pour mieux parler aux sunnites et aux dirigeants sunnites de l'Empire ottoman. Et les chiites vont soutenir donc le pan-islamisme d'Abdulhamid avant de s'opposer à lui au nom du fait à cause de son absolutisme. Et c'est au nom de cette lutte contre le despotisme que les chiites vont soutenir la révolution jeune turque en 1908. Et là, on a une très grande différence entre l'establishment sunnite ottoman et les chiites, c'est-à-dire que l'establishment sunnite ottoman va être très largement hostile aux jeunes Turcs, là où il va y avoir un soutien explicite des grands ayatollahs des villes saintes, majoritairement acquis aux idées constitutionnalistes, aux jeunes Turcs. Et ces relations entre les Ottomans et les chiites vont s'améliorer de façon officielle durant les 3 premières années du règne des jeunes Turcs. Et il faut rappeler que c'est à Najaf, la première ville sainte chiite, que s'est ouvert en 1908 le premier bureau du comité Union et Progrès, qui était le nom des jeunes Turcs. Hélas, si l'on peut dire, la brutalité des jeunes Turcs envers les tribus qui demeurait la base sociale des grands ayatollahs chiites irakiens a assez vite signé la fin de la lune de miel entre Najaf et Istanbul. Et les relations des jeunes Turcs se sont donc à nouveau détériorées avec le leadership chiite au sein de l'Empire ottoman, mais il faut noter qu'il y a eu un dernier rapprochement, et cette fois-ci un rapprochement très important puisqu'il a abouti à une coopération militaire au moment de la Grande Guerre. Les oulémas chiites, il faut le rappeler, ont été les seuls à soutenir l'État ottoman
parmi les différentes directions religieuses lors de l'invasion italienne de la Libye en 1911. On a également une réitération de cette alliance en 1914 lors de l'invasion britannique de l'Irak, puisque les grands ayatollahs chiites reprennent l'appel au djihad lancé par le cheikh al-Islam ottoman contre les Britanniques, et ça n'était pas seulement formel, puisqu'ils vont lever une armée de moudjahidines chiites, donc composés de membres des tribus qui avaient eu beaucoup à pâtir des exactions de l'armée ottomane, pour venir en aide à cette même armée ottomane. Et on va voir donc une alliance tout à fait paradoxale, où des officiers jeunes turcs vont venir former à l'art de la guerre des grands ayatollahs qui se transforment en dirigeant de la guerre, du djihad, donc contre les Britanniques. Et c'est probablement cette alliance entre les Ottomans et les chiites en Irak, à un moment où l'establishment sunnite en Irak était déjà sensible aux sirènes britanniques, et donc n'a absolument pas répondu aux appels de la porte, aux appels ottomans à combattre l'armée britannique. On a là donc un dernier et très important, une dernière et très importante illustration du fait que les aléas de l'histoire ont pu conduire ces deux communautés qui ne se reconnaissaient pas à se reconnaître, même si ça n'était pas officiel, et au point donc de combattre un ennemi côte à côte. Je citerai deux exemples. Deux exemples. À la bataille de Chouaïba, près de Bassora, en avril 1915, l'armée des moudjahidines chiites était 3 fois plus nombreuse que l'armée ottomane qu'elle était censée venir aider. Et il y a eu en 1916 la seule victoire ottomane, qui a été d'ailleurs célébrée par Erdogan en 2016 comme étant une victoire ottomane, mais dont on sait qu'elle n'a été possible que grâce à l'apport décisif des moudjahidines chiites. Donc l'histoire de l'Empire ottoman dans les régions qui ont été les berceaux du chiisme se termine sur une alliance militaire qui voit les chiites donc être les principaux alliés du pouvoir ottoman, là où l'establishment sunnite commence déjà à faire défaut. Mais comme je l'ai dit, on est là dans des aléas dus au retournement et non successif des uns et des autres, et non pas à une reconnaissance formelle. Il y aura un dernier et ultime retournement, puisque les troupes turques en déroute vont se venger contre les chiites, accusés d'être la cause des défaites ottomanes face aux Britanniques, et il va y avoir des massacres répétés à Najaf, Kerbela et à Hilla des populations chiites en 1915 et 1916, massacres motivés par l'accusation proférée par les soldats ottomans en déroute contre les chiites d'être responsables des défaites ottomanes. Je termine sur la période ottomane, puisqu'on ne peut parler des chiites à l'époque ottomane sans évoquer, là par contre, un antagonisme officiel avec une autre tendance qui émergeait plus au sud, dans la péninsule arabique, avec les wahhabites. Donc les wahhabites sont
sont un mouvement issu d'une conception littéraliste du hanbalisme, donc l'un des 4 rites officiels du sunnisme, et avec un ancrage tribal très fort, donc dans le Nejd, dans le centre de la péninsule arabique. Les wahhabites vont très vite désigner les chiites comme des apostats de l'islam qu'il convient de tuer, d'attaquer et de tuer. Et il va y avoir pendant tout le 19e et le début du 20e siècle, une opposition frontale entre les populations sédentaires chiites de l'Irak et les populations nomades de la péninsule arabique et notamment les fameux Ikhwan qui vont attaquer les villes saintes chiites d'Irak en 1801, 1802 et en 1913, on aura un ultime assaut par les Ikhwan et par les Wahhabites de la région du Hassa qui va être conquise et les Wahhabites vont détruire les lieux de culte chiite et interdire tout culte chiite. Donc je terminerai, puisque je crois que j'ai très largement dépassé mon temps de parole, en disant que la lutte entre l'État ottoman et les chiites n'a jamais abouti à un conflit confessionnel aigu. Les chiites ne reconnaissaient pas le fondement religieux du sultan calife, mais malgré tout, on peut dire qu'ils en acceptaient en même temps son autorité, même si c'était tacitement. Je vais m'arrêter là. Je n'ai pas eu le temps, et je le ferai cet après-midi en parlant de l'Irak pour analyser le nouvel enjeu que la fondation de l'État irakien moderne en 1920 sur les ruines de l'Empire ottoman a manifesté. Voilà, je vous remercie.